Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de l'actualité sportive. Thierry Smart, PO Deschênes, j'espère que ça va bien. Épisode un peu en retard cette semaine, on a eu quelques contretemps entre les matchs des Canadiens et moi qui étais trop fatigué. Lol. Mais donc cette semaine, on a quand même plusieurs sujets un peu en retard. Par contre, on va pouvoir mettre en avant pour ce qui est des prochains sujets, des prochaines semaines. Je vais commencer. Je ne sais pas si ça voulait dire quelque chose, mais on va commencer avec la date limite des transactions de la LNH qui a eu lieu vendredi dernier au moment où on enregistre. Là, on est littéralement 6 jours après, donc ça fait un petit bout. Mais pourquoi on n'a pas fait d'épisode spécial pour la date limite des transactions? C'est que PO, on se l'est dit, C'est il décevant. s'est tellement rien passé. Quand le plus gros trade, c'est Nazem Kadri, puis qui va jouer sur un troisième trio. Non, effectivement. Mais en gros, on peut résumer rapidement un peu les échanges. Tout d'abord, on avait parlé d'un trade avec Colton Parayko pour les Blues de Saint-Louis. Finalement, le trade qui a été annulé. Ouais. Parayko qui a refusé de lever sa clause de non-mouvement pour aller à Buffalo. Toutefois, les Sabres qui se sont bien repris. On est allé chercher quand même du bon support. Tout d'abord, je pense à du Luke Shen, à du Logan Stanley, à du Sam Carrick aussi. Donc, un bon support à la défensive. On va avoir une grosse défense pour les Ah Sabres non, de pour Buffalo. vrai, le plus petit joueur à défense, j'ai vérifié, là, en ce moment, c'est Bowen Byron, puis il est 6 pieds 1, 200 livres. C'est le plus petit, Donc, là. ça va. Ça va. J'ai déjà vu pire. Puis ouais, c'est ça, une grosse défensive. Ça peut vraiment aider les Sabres qui sont 8-1-1 dans leurs 10 derniers matchs au moment où on enregistre. Donc, ils vont très très bien. Ils vont première place dans l'Atlantique. Donc, ça va bien pour les Sabres de Buffalo. Sinon, en tant que tel, il y a des équipes qui ont vraiment payé cher pour Oui. certains joueurs. Je pense Colorado, là, le prix qu'ils ont payé pour Nicolas Roy, j'ai pas compris, sincèrement. Là. C'est Un choix vraiment de beaucoup, 1 là. puis un choix de cinquième tour conditionnel, c'est vraiment cher payé. Alors que par exemple, tu vois, Jeff Petrie, il a coûté un choix de 7. C'est genre, il n'a pas coûté grand-chose, mettons. Sinon, pour une troisième année consécutive, Michael Bunting qui a été changé à la date limite des transactions, il passe maintenant aux Stars de Dallas. Ça, j'aime Euh, bien un échange comme ça contre un choix de 3. C'est plus raisonnable qu'un comme le Wild a payé un 2 pour McCarron ou comme tu as dit Nicolas Roy pour un first. Un Bunting, ok, peut-être qu'il a ralenti, il est plus à ses premières saisons, mais contre un 3 c'est vraiment mieux, je trouve, que de surpayer. Puis justement, quand on voit un Nicolas Roy qui part à un first, on a dit au début, il n'y a pas eu beaucoup de trades, je pense que les équipes étaient trop gourmands. Puis qu'est-ce qui peut ouais. répondre qu'il n'y a pas eu des gros trades? C'est les gros noms qui étaient sur un marché, comme un exemple, un Robert Thomas. Il y a encore plusieurs années à son contrat. L'équipe n'était pas obligée de descendre son prix à la toute fin ou une autre équipe n'était pas obligée de surpayer parce que tu peux aller revoir le trade pendant l'été. Il y avait d'autres joueurs qui étaient sur les listes. Shane Wright, je sais que le Kraken voulait l'échanger pour aller chercher un gros joueur, mais lui aussi encore des années. Un Carew, il vient de signer cet été. Puis il y a plusieurs joueurs qui ont des clauses, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de très grosses transactions, mais j'aime mieux des transactions comme Bunting contre un choix de 3 qu'un Nicolas Roy contre un first. Ça, je trouve que c'est vraiment surpayé. Sinon, moi, je veux te parler d'une équipe en particulier, c'est LA. LA qui se battent pour une place en série. Ils vont chercher Panarin avant le gel des Olympiques. Après ça, ils ont plusieurs blessés, Fiala, tout ça. Puis là, ils échangent des joueurs. Ils échangent Warren Fogle, ils l'envoient à Ottawa. Ils échangent... c'est qui l'autre joueur? Il avait échangé un autre joueur. Corey Perry, l'ont échangé à Tampa Bay. Que là, on se dit, OK, ils essaient de vendre. Mais là, à toute fin, ils s'en vont chercher Scott Lawton contre un choix de 3. C'est comme... Toi, tu penses quoi d'LA? C'est quoi qu'ils font? Tu Ah, comprends-tu un c'est peu? ça, mais c'est plusieurs équipes qui ont eu l'impression qu'ils ont fait ça aussi. Là. C'est vraiment bizarre, genre. J'essaie de voir en tant que tel. J'ai peut-être pas plus d'idées, finalement, j'ai rien dit. Mais ouais, c'est quand même assez. Non, j'ai pas compris leur stratégie. Sincèrement, j'ai quand même fait. What? Puis, Qu'est-ce qui se passe avec eux? puis là, Toronto ont vendu Scott Lawton contre un choix de 3. Ils avaient payé bien plus que ça l'année passée pour aller le chercher. Ils ont vendu Bobby McMahon contre un choix de 2 conditionnel puis un choix de 4. Genre, ils ont vendu, mais je trouve qu'ils n'ont pas tant eu de choses, surtout pour des joueurs qui avaient payé beaucoup plus avant. Puis je pense que ça va pas régler leurs problèmes pour le futur. Toronto, ça s'en va pas à grand place, vraiment pantoute. Sinon, un des plus gros trades qu'il y a eu, c'est pendant la nuit. Ça, c'était vraiment étrange. Juste avant la journée de la date limite, John Carlson, qui a passé toute sa carrière avec les Capitals, s'en va avec Anaheim, qu'Anaheim veut vraiment faire un push. En même temps, je peux comprendre, leur division est plus faible, donc ils se battent pour la première place présentement dans la Pacifique. Donc John Carlson, ça va vraiment aider cette jeune brigade défensive. Sinon, la Caroline, ils ont commencé un peu la reconstruction.
Ils ont donné des joueurs dont le plus gros trade, c'est Nazem Kadri qui est allé à Colorado contre Victor Olofsson, Max Curran, un choix de conditionnel le premier tour, puis un choix de deuxième tour conditionnel. C'est quand même bien, surtout que Nazem Kadri, on le sait, avait un énorme contrat. Donc Colorado va chercher ça. Donc plus on parle, plus je suis genre, ouais, il n'y a pas tant de gros trades. Les Blues, on pensait qu'elle allait se vider complètement. Finalement, ils ont fait 2 trades. Justin Fall, qui l'ont échangé contre un choix de premier, troisième, un prospect, puis Justin Hall. Et ils ont donné Braden Shen aux Islanders contre Jonathan Drouin, un prospect, un first, puis un third. Donc, ils ont vendu 2 plus vieux, mais finalement, ils ont gardé Carew, ils ont gardé Thomas, qu'on pensait qu'elle allait changer, ils ont gardé Bennington. Donc, il y a eu beaucoup moins de trades qu'on pensait. Donc, toi, si tu avais à dire une équipe que tu penses qu'ils sont vraiment améliorés pour les playoffs, rapidement comme ça, tu penses que ça serait qui? Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup ce que Buffalo a fait avec la défense, comme on a dit. Ils sont tous en haut de 6 pieds, puis ils se sont renforcés physiquement. Puis en ce moment, ils vont très très bien. Là. Ouais, ben, j'aurais envie de dire Buffalo, mais pour être pour être différent un peu, je vais dire le Wild, parce que le Wild, ils ont été très Ouais. agressifs. Je sais pas des gros trucs qu'ils sont allés chercher, mais quand même Nick Foligno, il va jouer avec son frère. Jeff Petrie peut toujours apporter de l'expérience, sinon ils ont fait des gros trades avant. Quinn Hughes. Ouais. En tant que tel. Non, j'ai bien aimé ce que Minnesota a fait, puis j'ai bien aimé ce que Détroit a fait aussi, parce qu'on est allé chercher de l'expérience avec un gars comme David Perron. On le ramène à Détroit Ouais. aussi, il a joué quelques saisons là, on est allé chercher d'Ottawa. Sinon, Justin également, Falk aussi. Justin Falk, oui. Donc, j'aime beaucoup ce que Détroit a fait. Pour ce qui est des Highlanders, je trouve ça sympathique aussi. Braden Shen, Drouin, en plus, ça a l'air qu'il a été scratched pour le match Ouais. ce soir. Donc, Il avait en bien tout cas, commencé l'année, mais là, ça allait plus, c'était plus compliqué, disons. ça, j'ai bien aimé le trade des Blue Jackets d'aller chercher Connor Garland Oui, aussi des aussi. Canucks. Pour Avec, deux choix. avec Marchman qui était allé chercher un peu plus tôt, ça fait de la bonne profondeur sur un deuxième ou troisième trio, pour vrai. On sait, puis en plus, les Blue Jackets sont en push pour les Ouais. playoffs pour l'instant, là, avec ces équipes-là comme voyons, Boston, Montréal. Buffalo sont un petit peu plus haut, là, mais genre, c'est ça, Il y a Boston, Ottawa Montréal. aussi qui se bat pour. Ottawa, ouais, c'est ça, Ottawa, je voulais dire. Ouais, c'est ça. Mais est-ce Mais que toi, ça t'inquiète un peu pour les Canadiens? Parce que les équipes qu'on a nommées, que tu trouves qui sont améliorées, c'est Columbus, Buffalo. Après ça, tu as dit les Islanders. Toutes des équipes de l'Est qui peuvent faire peur aux Canadiens en série ou pour prendre leur place avant d'aller en série. Là. Est-ce que ça t'inquiète ben, un peu? c'est sûr que ça peut faire mal un peu, mais je pense en tant que ben, tu sais, je comprends Ken Hughes de pas vouloir de ne pas avoir voulu liquider, comme par exemple des gros prospects qu'on parlait des rumeurs avec Robert Thomas, il dit ouais, il voudrait genre un Michael Age avec genre Goulet puis 22 choix de 1 là. Fait que, écoute, c'est comme tu sais, moi je le comprends de pas vouloir liquider la moitié de ton équipe pour un gars qui coûte autant cher, puis tu sais, aussi tôt relativement encore. Tu sais, ton équipe est loin de son prime. Ouais, la Loin de fenêtre, elle commence. Ouais, c'est ça. Fait que non, non. Je trouve qu'il a bien fait. Puis Les justement, Canadiens. en parlant de Kent Hughes, il a fait un point de presse vraiment tard. Normalement, Ouais. c'est à 3h que ça finit, 3h15, normalement, il fait son point de presse. Là, ça a été à 16h15, donc 1 heure plus tard. Puis là, au début, les rumeurs commençaient à sortir, c'était Kadri. Puis là, on a vu que Kadri était changé, mais finalement, c'était à Colorado, donc c'était pas du tout ça. Mais là, Ouais. Kent Hughes, qu'est-ce qu'il a dit pendant le point de presse? C'était vraiment intéressant. Il a dit, on était en pourparlers avec une autre équipe jusqu'à la toute fin pour un joueur d'impact et ça amènerait à faire une autre transaction. Et cette transaction-là, on pourrait aller la revisiter, essayer de la refaire cet été. Donc là, les rumeurs ont commencé à sortir. Ça veut dire que c'est un joueur d'impact qui devrait être quand même jeune s'il parle que ça va être un gars qui va être là longtemps, que tu peux aller revisiter l'été. Donc c'est pas un gars qui a été échangé ou c'est pas un gars non plus qui est en fin de contrat. Donc là, tout le monde sortait, probablement Thomas, Carew. J'ai même entendu du monde dire Jason Robertson. Ça, j'y croyais moins. Je comprenais pas trop l'idée. Mais de ce que j'ai compris, il y a plusieurs personnes qui ont sorti que le joueur en tant que tel, ça serait Matthew Nice de Toronto. Que Toronto ont vraiment voulu vendre puis peut-être aller en reconstruction, je sais pas trop. Mais ça serait logique. C'est un gars de 23 ans qui fait un peu le style de Slavkovski, ça ferait un gros gars sur chaque trio. Son contrat, il est très bon, il fit avec l'argent, il est comme à 7-8 millions à peu près. C'est un gars que tu pourrais rééchanger cet été. Si tu rentres un 8 millions, il faut que tu fasses une autre transaction parce que les Canadiens, on le sait, ils n'ont pas tant de cap cette année. Donc, ça serait logique. Toi, qu'est-ce que tu penses d'un Matthew Nice avec les Canadiens? Puis qu'est-ce que tu serais prêt à donner à peu près? Là? En tout cas, effectivement, ça serait la logique. Mais moi, ce que je me questionne, c'est la logique de Toronto de l'échanger. Je pense sincèrement. Écoute,
J'ai écouté à toutes mes des transactions, j'étais au travail, j'écoutais VPM justement, puis j'étais un peu d'accord avec ce qu'il disait. Matthew Nice, c'est le seul joueur, Ouais. en tout cas, qui a l'air de vraiment se forcer à Toronto. Je vais même pas parler d'Austin Matthews ou Nylander. Leur éthique de travail, je trouve, est discutable souvent. En tout cas, ils n'ont pas l'air de se forcer. Matthew Nice, c'est un des seuls qui est là, j'ai l'impression. En tout cas, je serais Toronto, c'est vraiment pas le premier que je Non. traderais, Mais en même sincèrement. temps, Nylander, Matthews, je pense qu'ils ont peut-être des clauses, ils coûtent très cher. Puis comme tu le dis, s'ils se forcent pas, est-ce qu'une équipe veut vraiment payer le gros prix pour un joueur qui se force pas? Ouais, effectivement. Mais sinon, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'il paye cher. En tout cas, je suis Toronto, moi je demande cher pour Matthew Nice. Là, c'est un gars qui est encore très jeune, mais qui a énormément de potentiel. Fait que moi, c'est sûr que je demande au moins un bon prospect avec des. Des choix. Mais de ce que j'ai Ouais. compris, tout le monde, à part les Suzuki Caulfield, là, tout le monde était disponible dans les prospects puis dans nos jeunes joueurs. Comme Goulet était disponible, Zarovski était disponible, sauf Michael Age. Qu'il y a le noyau en attaque qu'on touche pas, et Michael Age. Mais Zarovski, Pickford, Rambacker, les choix de first, ça a l'air que tout était dispo pour faire cette transaction. Donc les Canadiens vont vraiment être agressifs. Puis ça m'étonne pas parce que c'est un peu ça qu'ils ont fait avec Noah Dobson. C'est un joueur qu'on avait vraiment besoin en défense d'un droitier. Deux choix de first puis Anne Eman. Puis je trouve que ça a bien tourné pour les Canadiens. Donc ça ressemble à pas mal à ça pour la date limite des transactions. Donc bientôt on va arriver vers les séries éliminatoires. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les Canadiens vont faire. Est-ce qu'ils vont se rendre en série? Je pense que oui, ils sont en bonne position. Mais là j'ai peur Ouais. parce que s'ils finissent troisième de l'Atlantique, présentement c'est Tampa Bay. S'ils finissent équipe repêchée, c'est Caroline ou Buffalo. Donc, dans pas mal tous les cas, je trouve que ça va être un match-up de premier tour compliqué, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Canadiens vont faire en série. Ben justement, peux-tu parler des Canadiens? Tu peux-tu nous parler rapidement des 4 matchs qu'ils ont joué depuis notre Ouais. dernier épisode? Donc, ils ont joué contre les Ducks, les Kings, les Maple Leafs et les Sénateurs. Donc, la fin du voyage en Californie plus un petit voyage en Ontario. Là-dedans, c'est une défaite en fusillade puis 3 victoires. Donc, ça va. Non, Anaheim, c'est une défaite aussi. Donc, c'est Ah, 2, c'est 1 et 1. Ouais. 2, 1 et 1. Ils Ouais. ont perdu contre qui? Contre Anaheim en tir de pénalité, puis... Non, Non, c'est mais 3 victoires. T'as raison. Non, C'est ce non, que c'est je me ça. souvenais du voyage qu'on avait perdu, c'est San Jose. Donc, t'as 100% raison. Ouais, non, mais on C'est a 3 parlé victoires. du match de San Ouais. Jose. On a C'est 3 parlé du match de victoires. San Donc, Anaheim, on a perdu en prolongation. Non, en tir de pénalité. Mais Jose. on a marqué beaucoup de buts, puis on a encore perdu. Donc, si tu prends Sharks et Anaheim, on avait marqué 10 buts. Puis on a perdu les deux matchs. Donc ça, c'est quand même assez frustrant. Donc là, on se posait des questions. Les gardiens de but, est-ce que ça va être un problème pour le reste de la saison? Montembeault contre Anaheim, vraiment mal joué. Là. S'il avait mieux joué, facilement on remportait ce match-là. C'était vraiment de son côté la défaite. Après ça, on allé jouer contre LA. Et là, Dobech a sorti une performance incroyable. En première période, les Canadiens ont tiré une seule fois. Et ils ont accordé, je pense, c'est 15 ou 16 tirs. Mais on est sorti de là avec 1-0. Et après ça, les Canadiens se sont mis en marche et on a réussi à aller remporter le match en temps réglementaire. Donc vraiment, pas Montembeault, mais Dobech est vraiment signalé. Donc là, le monde commençait à dire que Dobech, vraiment, il va prendre la place de partant. Parce que souvent, il gagnait ses matchs, il perdait jamais, mais il jouait moyen. Là, il a gagné, il nous a sauvés. Donc là, ça, c'était très positif. Après ça, il était joué contre Toronto. Toronto, qui a vraiment, c'est pitoyable comment ils jouent, là. On les a roulés. Si c'était pas de leur gardien qui est quand même bien fait, ça aurait été une plus grosse marge de victoire. On a gagné 3-1. Dobech avait pas reçu beaucoup de tirs, 18 tirs, accordé seulement un but. Mais là, le lendemain, on jouait, c'était un back-to-back, et là, on s'est dit, peut-être qu'il pourrait rejouer, parce que Montembeault est vraiment mal fait. Peut-être que Dobech va finalement jouer 2 matchs de suite. S'il est pour le faire, ça serait maintenant. Mais là, ça l'a un peu surpris tout le monde. Ils ont rappelé Jacob Fowler parce que Fowler, on le sait, avant son dernier match avec le Rocket, il avait été malade, il a perdu beaucoup de poids, puis il a manqué 2 semaines d'activité. Donc là, on était comme, OK, rappelle Fowler, ça veut dire qu'ils ont vraiment plus confiance en Samuel Montembeault. Puis là, tout le monde commençait à dire, si Fowler joue bien, ça se peut que ça sonne la fin pour Montembeault. Puis Fowler n'a pas juste bien joué. Il a été la première étoile. Il a fait des gros arrêts pour nous garder dans le match. Puis à la toute fin, dans les dernières minutes, il a fait des énormes arrêts pour nous faire gagner le match. Puis vraiment, il avait l'air confiant, il avait l'air calme, il avait l'air ses déplacements, il était vraiment très très bon. Donc, je veux pas dire que c'est la fin pour Montembeault à Montréal, mais
Je pense que ça va prendre un petit bout avant de le revoir dans le filet. Il faudrait que les deux gardiens aient vraiment mal. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que l'année passée, en série, Montembeau avait été fabuleux. Puis quand il s'est blessé, plusieurs disaient que c'était à cause de ça qu'on avait perdu. Pas juste ça, mais que ça avait joué dans balance. Dans la saison, il avait été bon. Puis là, cette année, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, j'ai l'impression que ça va continuer Fowler, Dobèche. Et pour l'instant, Dobèche, c'est lui numéro un. Mais si Fowler joue comme il a joué contre Ottawa pour le reste de l'année, honnêtement, je serais pas contre que ce soit lui le partant en série. Mais là, il reste encore une vingtaine de matchs, donc on va voir. Mais là, ça fait très très bien. Les Canadiens sont 8, 1 et 3 dans leur dernier match, donc ça va super bien. Mais ils ont de la misère à monter au classement parce que les autres équipes, comme on a dit, Buffalo, tout ça, ils gagnent aussi. Donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver pour le reste de la saison. Mais ça s'en vient quand même très bien. Non, ben, je t'en ai parlé un peu avant le début de l'épisode, mais moi, un truc que j'aurais peur pour les Canadiens l'année prochaine, c'est que si on se débarrasse de Montembeault et que notre duo, c'est Fowler, Dobej, je t'aurais pas peur qu'il y ait un gros manque d'expérience dans le duo de gardiens et que ça puisse les affecter négativement. Ben, c'est sûr qu'il y aurait un manque d'expérience, mais est-ce que t'aimes mieux un manque d'expérience ou un manque d'arrêt? C'est comme, Montembeault fait pas le travail, que t'es pas pour le garder s'il fait pas le travail. Et là, est-ce que tu vas chercher un gardien vétéran? Ça veut dire que tu échangerais Dobèche, c'est un peu le Halak contre Price, un peu, ce débat-là. Mais moi, je pense que tu peux garder les deux. C'est sûr que là-dessus, tu as raison, mais Fowler, oui, il est jeune, mais il joue vraiment comme si c'était un vétéran. Il est calme dans son filet. Ses déplacements, sa technique est vraiment bonne. Il a gagné partout où il est allé, ou presque. Soit il est allé en finale, soit il a gagné partout dans les ligues où il est allé depuis qu'il est tout petit. À Laval, il fait juste gagner. Il joue vraiment bien. Il était malade 2 semaines, puis comme j'ai dit, il est revenu, il joue super bien. Il joue bien dans la Ligue nationale. Il avait pas l'air impressionné. Donc, si c'est vraiment eux qui gaulent le mieux, j'y garderais. Montembeault, techniquement, il reste une année de contrat après cette année. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais j'aime mieux deux gardiens qui font des arrêts que d'en garder un qui fait pas d'arrêt, mais qui est un vétéran, là. Sur les autres nouvelles LNH qui ont lieu, Malkin qui a été suspendu 5 matchs pour un coup de bâton, une petite crampe au cerveau sur Rasmus Dahlin. Malkin, justement, je pense qu'on ne sait pas encore où ce qui va être l'année prochaine. Ça Parce se que peut les qu'il parte à Pingouins la avaient, retraite, on sait pas encore. ouais, il est fin trentaine, puis les Pingouins n'avaient pas l'air très ouverts à le re-signer. Après, Ryan Peeling a signé une prolongation de contrat 4 fois 3,75 millions. On regarde Ryan Peeling, il a vraiment trouvé sa place dans la LNH. C'est vraiment un gars de quatrième trio, tu sais, qui peut apporter de l'énergie, va scorer de temps en temps. Qui est rapide, très rapide. Ouais. Alex Nedeljkovic, 2 ans, 3 millions prolongé, le gardien de but des Sharks de San Jose. Jordan Eberle, capitaine du Kraken de Seattle, également prolongé 2 ans, 5,5 millions. Et Mathieu Joseph, qui est envoyé au balotage une deuxième fois par les Blues avec pour optique de résilier son contrat, signer un contrat d'1 an, 900 000 avec les Kings de Los Angeles. Donc Mathieu Joseph, il y a une petite drop quand même, ça fait mal. Mais en tout cas, c'était tout pour les dernières Mais juste signatures. avant, pour revenir sur Malkin, ben c'est plus le gars qui a frappé, c'est Rasmus Dahlin. Là, il a aussi été jumpé un peu par Braden Eagle. Ça fait quelques altercations comme ça qui arrivent sur Rasmus Dahlin. Je sais pas s'il commence à pas être aimé, qu'est-ce qu'il dit, parce que il est rendu qu'il fait sortir le monde de leur gonze. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, est-ce que c'est un gars qui va commencer à être pas aimé dans la ligue? Je sais pas trop. Mais c'est quand même... quand ça fait plus que deux trois fois, il y a peut-être une raison pourquoi c'est toujours lui qui se fait frapper. Donc, comme tu l'as dit, ça conclut les nouvelles du côté de la LNH. Et là, techniquement, l'ouverture du marché des agents libres de la NFL était le 11. Mais à partir du 9, tu as le droit de commencer à faire des pourparlers. Mais bizarrement, le 9, 2 minutes après qu'il soit ouvert, tout le monde était déjà signé. Donc, selon moi, il y a eu peut-être du maraudage avant le 9. Mais bon. Mais il y a eu beaucoup de nouvelles. Donc, est-ce que tu peux nous en parler justement? Ouais, rapidement, je vais parler des grosses signatures. On a eu des très grosses. Tout d'abord, le MVP du dernier Super Bowl, Kenneth Walker, troisième du nom, qui a signé un contrat avec les Chiefs de Kansas City. Ça, c'est une grosse acquisition pour les Chiefs. On sait, au niveau de l'attaque, on sait besoin. Que le gars qui a couru le plus la saison passée, c'est Patrick Mahomes. Donc, quand c'est ton carrière qui court le plus, moi, je pense que c'est un petit problème en tant que tel. Donc là, on va chercher un gros gars. Ken Walker aussi, il a connu une excellente Super Bowl, une excellente saison. Donc, une grosse signature pour les Chiefs. Également, ça, en tout cas, toi, turn the ball over. Toi, Tagovailoa, le gardien de but, oui, Thierry. Le carrière des Dolphins de Miami qui a été libéré par son équipe, sans aucune surprise, on s'y attendait, qui a signé avec les Falcons d'Atlanta. Je ne sais pas ce que les Falcons essayent de faire, sincèrement. J'ai vu plein de mimes qui étaient comme déjà, tu as Michael Penix qui n'a plus de genoux.
En plus, t'as toi, Tagovailoa, qui font des montages de ses meilleurs moments à Miami, que lui, il s'en souvient même plus probablement. Puis tu libères Kirk Cousins. Je sais pas ce qu'ils font avec les Falcons. Je pense qu'ils doivent tank, là. J'en pourrais, je comprends pas ce qu'ils font, là. Mais en tout cas, au moins, ils l'ont pas signé trop cher. Ils l'ont signé un an, 1,3 million. En même temps, t'allais pas le signer gros, là, avec ses Puis dernières saisons. Toi, avec mettons. ça, les Dolphins, ils payent 99 Ouais. millions sans le payer. Genre, ils payent ça sans qu'ils jouent Avec pour ça, là. eux. Ouais. Donc, puis après ça, ils sont allés 99 millions chercher de cap. Willis, qui sont allés le signer. Malik Willis, ouais. Donc, ça commence à payer cher pour un corps arrière qui est même pas élite, là. Ben, Malik Willis, il a pas beaucoup joué. Mais c'est parce que les gens, je pense qu'ils l'ont beaucoup hypé parce qu'il a actually bien fait dans ses matchs avec les Ah ouais, Packers. mais Ça, si ça tu va être rajoutes intéressant. l'argent payé à toi sans le faire Ouais. jouer, c'est rendu qu'il coûte cher ton corps arrière qui est pas un Josh Allen, qui est pas un Burrow, là. Ouais, effectivement. Donc, on va voir avec les Dolphins. Ça a été surveillé. De toute façon, on sait que, par exemple, certains joueurs comme Tyreek Hill ne seront pas de retour. Mike Evans également, qui a Ouais, quitté les surprenant. Buccaneers et qui s'en va avec les 49ers de San Francisco. Pour une bonne euh, acquisition. En espérant qu'il se blesse pas trop à San Francisco. Il a il a l'air d'avoir une malédiction. Tantôt, j'ai vu un peu des posts qui expliquaient que il y a certains joueurs des Buccaneers qui n'ont vraiment pas été convaincus du coaching à la fin de la Ok. saison. Puis c'est pour ça notamment que lui, il disait, il y a certains... Dans le vestiaire, il disait il y a des matchs qu'il aurait dû gagner, qui n'ont pas gagné. Puis je pense que c'est vrai. Je me souviens, il y a des défaites des Buccaneers. C'est comme, mais what? Comment c'est sûr qu'ils ont perdu ce match-là? Puis en Genre plus, contre les Falcons, par les exemple. 49ers, eux, ils ont un des meilleurs coachs de la ligue. Donc, Ouais. quand tu as le choix entre les deux, tu vas avec l'équipe qui est allée en playoff, puis qu'on veut un coach. Effectivement. Donc, Mike Evans va signer avec les 49ers. Travis Kelce a annoncé son retour avec les Chiefs de Kansas City pour une 14e saison. Moi, je dis que c'est probablement la dernière. Ouais. Je m'attends pas, à moins que Taylor le motive à rejouer. Moi, par contre, un truc qui m'a déçu, c'est qu'il a signé 1 an, 12 millions comme Travis. À 1 million près, t'avais le 13. Hein. T'avais le numéro à Taylor, comme bro. Abuse. Abuse. Il a pas fait d'effort. Non, mais un an, 12 millions, t'ajoutes, ça fait 13, c'est pour ça. Ah, ok, c'est bon. Sinon, on a eu quelques prolongations de contrat. Tout d'abord, Alec Pierce qui a prolongé avec les Colts d'Indianapolis. Donc, une bonne signature également. Tyler Linderbaum, pardon, qui va faire son chemin des Ravens jusqu'aux Raiders. Les Raiders qui ont été très agressifs sur le. Il y a beaucoup de signatures. Puis un autre dossier qu'on va parler un petit peu plus tard avec les Raiders, quand même assez rigolo. Oui. Isaiah Likely qui quitte les Ravens pour aller avec les Giants de New York. Rashid Shaheed qui a prolongé avec les Seahawks de Seattle. Également J.K. Dobbins qui a prolongé avec les Broncos de Denver. Travis Etienne, un joueur qui a suivi Trevor Lawrence toute sa carrière avec les Jaguars, qui quitte Trevor Lawrence et qui s'en va avec les Saints de la C'est un peu Nouvelle-Orléans. aléatoire, les Saints. Ouais, je m'attendais pas à avoir une grosse signature avec les Saints, pour être bien honnête. Là. Sinon, en tant que tel, c'est pas mal tout pour la première journée. Mais ça, c'était juste la première journée, là, parce qu'on a eu des gros mouvements. Tout d'abord, Rico Dowdle qui quitte les Panthers et qui s'en va à Pittsburgh. Là, ça fait 3 équipes en 3 ans pour lui. Là. Ouais, donc, tu sais, en tout cas, il bouge, mais je pense que ça peut être une très très bonne acquisition pour les Ouais, il avait Steelers. bien fait. Ouais. À voir maintenant si, au niveau du carrière, la question n'est toujours pas réglée Ouais. du côté des Steelers. On sait pas si Aaron C'est Rodgers quand même un revient. gros point d'interrogation, disons. Là. Oui, effectivement. Les Chiefs qui ont refait quelques signatures à Louis Gilman qu'ils ont signé en provenance des Raiders. Les Raiders qui ont perdu beaucoup de joueurs, j'ai l'impression. Là, Ouais, puis... mais ils en ont signé plusieurs aussi. Donc là, Ouais. l'alignement va vraiment être changé, là, vraiment beaucoup. Là, on pensait qu'elle allait être changée encore plus avec le gros trade qui est finalement pas de trade, là, mais Ouais. Sinon, les Bills ont eu un accord avec Dawson Knox, donc qui va être de retour à Buffalo. Également, j'essaie de regarder ça comme ça. Isaiah Pacheco qui va quitter les Chiefs et qui s'en va du côté de Détroit. Donc ça aussi, ça, je sais pas, ça me surprend un peu, ce trade-là. De toute façon, les Chiefs ils ont perdu quand même des gros morceaux. Ils sont allés chercher des gros morceaux aussi, mais en tout cas, Pacheco, je pense que ça va être quand même une bonne pièce qu'on va perdre là-dessus pour Kansas City. Une bonne acquisition quand même pour les Lions. Sachant qu'on sait très bien qu'on a échangé David Montgomery aux Texans. Sinon, les Jets qui ont confirmé leurs grands espoirs de repêcher Arch Manning au premier tour ont rapatrié notre ancien choix de deuxième tour en 2013, le carrière Geno Smith, le meilleur carrière de la NFL, bien sûr, le meilleur pour tanker. Dans les Jets, ils ont vu, OK, il a quitté les Seahawks, ils ont gagné le Super Bowl. Il est allé avec les Raiders, ils ont eu le premier choix. Okay, donc les Raiders, si on va avec cette logique, vont gagner le Super Bowl. Exactement.
c'est ce qui est à comprendre. Fernando Mendoza a une super bonne saison. Ouais, avec Genty puis Max Crosby qui reste finalement. Donc, oui, oui. Exactement. Donc, Geno Smith qui est de retour avec les Jets de New York. Romeo Doubs qui quitte les Packers et qui s'en va du côté de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots qui ont quand même été assez relax. J'ai pas vu de grosses nouvelles à propos de la Nouvelle-Angleterre. Sinon, j'essaie de regarder ça rapidement. Là. C'est sûr que dans les derniers jours, ça a été un petit peu plus tranquille. Léo Chenal qui quitte les Chiefs et qui s'en va du côté des Commanders de Washington. Sinon, j'essaie de voir. Excusez, Trey Hendrickson, un bon joueur du côté des Bengals qui va quitter puis qui s'en va justement à Baltimore. Donc, on va renforcer. Si je ne me trompe pas, c'est un joueur à la défensive, right? Même position que le fameux Max Crosby. Donc, on peut en parler de cette situation-là. Les Raiders qui ont échangé Max Crosby aux Ravens contre 2 choix de premier tour. Donc là, on était genre, hey, grosse acquisition, un des meilleurs à sa position. Vraiment, ça va vraiment aider la défense des Ravens. Finalement, à la dernière seconde, genre Max Crosby a fait ses adieux, il a posté des photos à Baltimore, il y a plein de monde sur les réseaux sociaux qui était content. J'ai même vu quelqu'un qui a dit si Max Crosby est échangé au Ravens, je me rase les cheveux. Il s'est rasé les cheveux. Le lendemain, il était genre mais vous me trollez ou puis là finalement les Ravens ils backed out du trade, ils annulent le trade en disant qu'il a fail ses medical, son test physique, mais c'est bizarre, là. Tu le savais qu'il était en réhabilitation de son opération. Toutes les équipes, son agent dit qu'il est même en avance sur sa recovery. C'est comme un peu louche. Puis, quelques heures plus tard, il signe Trey Hendrickson, qui est un peu moins bon que Crosby, mais qui est excellent à la même position. Mais tu gardes tes 2 choix de first. Ça sonne louche en maudit ce que les Ravens ont fait. Mais là, après ça, j'ai vu des rumeurs qu'à la base, ils essayaient d'avoir les 2 dans leur équipe. Je sais pas trop, mais là, comme on a dit, les Raiders, ils avaient fait toute leur off-season, échangé plein de joueurs, signé plein de joueurs par rapport au fait que Crosby était plus là. Puis c'était un peu malaisant, là. T'es échangé, puis finalement, t'as fait tes adieux, puis finalement, en septembre, tu vas jouer pour eux. Donc, c'est quand même assez bizarre comme situation. Toi, tu penses quoi de toute cette histoire-là, là? Ça donne pas une bonne image aux Ravens, on va se le dire bien franchement. Mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait rire. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. PO, je sais pas si tu connais ça. Il y a une espèce de cartoon parodique de la NFL sur YouTube, c'est Gridiron Nights que ça s'appelle. Puis en gros, ils ont comme fait un espèce de petit cartoon sur le trade à Max Crosby. Puis en gros, tu vois Max Crosby qui est comme qui dit au proprio des Raiders, je me souviens plus comment il s'appelle, le gars qui est vraiment pas beau, là, désolé. Qui a des cheveux comme vraiment spécial, puis tout, puis il dit, il a son baluchon, puis il est comme, ah ouais, je m'en vais, puis tout, puis là, le gars, il est sur son divan, il fait, oh oui, c'est good, bonne chance, ouais, c'est ça. Puis après, le gars, il se dit, ah, il va revenir, il va revenir. Puis là, il pleure un peu, puis il sait qu'il reviendra pas, finalement, ben, il est revenu. Ça m'a vraiment fait rire, j'ai fait. En tout cas, le gars, ouais, c'est étrange. C'est vraiment une situation étrange. Donc, ça, en tout cas, c'est une grosse dinguerie qui s'est passée entre les Raiders et les Ravens. Par contre, il y a un truc sympathique pour Fernando Mendoza. Il va au moins pouvoir profiter de Max Crosby une année. Ça peut peut-être l'aider en tant que... Je sais qu'il y a de la défensive et à l'attaque, ça n'a aucun rapport. Mais, mais au moins, ils vont peut-être pouvoir accorder moins de points. La défensive des Raiders va peut-être pouvoir mieux jouer que prévu. Ben, il pourrait pas être pire que l'année passée, disons. Effectivement. Ben, Geno Smith. Donc... Geno Smith, le grand, le seul, l'unique. Sinon, la semaine dernière, on avait parlé des Colts qui avaient donné un transition tag à Daniel Jones. Donc, en gros, ça leur donnait une priorité pour négocier avec lui. Mais si jamais une autre équipe avait un contrat, offrait quelque chose de plus fort, puis que Jones décidait d'accepter cette offre-là, puis que les Colts légalisaient pas, ben, ils pouvaient y aller. Finalement, les Colts qui vont poursuivre leur aventure avec Indiana Jones. Un contrat de 2 ans, 100 millions, c'est très cher payé. Pour un gars qu'avant cette année, on n'était pas sûr s'il allait avoir un avenir dans la NFL quasiment. C'est beaucoup d'argent pour un corps arrière mid. Là. Oui, il a bien fait, mais il n'est pas élite pas en tout. Là. Ben, pour vrai, oui, ben, tu sais, quand il s'est blessé, oui, ça avait commencé, il a perdu d'autres matchs avant, mais c'est pas mal là que ça a commencé à débarquer. Oui, il a bien fait. Mais est-ce que tu donnes 100 millions? C'est 50 millions par année pour un gars qui a bien fait 5 games. C'est énormément d'argent. Là. Je pense que c'est ça que Patrick Mahomes fait 50 millions par année. Puis t'es pas du même calibre pantoute. Patrick Mahomes a gagné 3 Super Bowls, il est allé à 5 Super Bowls, il a gagné 3 MVP de Super Bowl. Tu sais. Genre, ça n'a pas de bon sens. Là. En tout cas, mais je pense qu'il a peut-être peur de le perdre aussi. Ben, quand on voit que le plus gros carrière sur le marché, c'était Willis, puis lui signé genre 34 millions. Donc,
C'est ça le prix des carrières, I guess. Là. Effectivement. Sinon, j'essaie de regarder tranquillement. À part ça, il n'y a pas eu d'énormes échanges. Toutefois, ou de signatures en tant que telles. Toutefois, il y en a eu une grosse aujourd'hui qui est sortie récemment. Tout d'abord, on a eu la confirmation que les Cardinals, ils libéraient leur carrière Kyler Murray. Puis là, on a su aujourd'hui que Kyler Murray avait signé avec les Vikings du Minnesota. Donc maintenant, c'est un... Toi, personnellement, tu le vois-tu comme quelqu'un qui va challenger la place de J.J. McCarthy ou plutôt quelqu'un qui va essayer de le mentorer? Parce que Kyler Murray, c'est un gars qui a été drafté il n'y a pas si longtemps, qui a encore... En tout cas... C'est dur de pas challenger Nine quand il est complètement mauvais. Là. Genre, sa place est pas confirmée par tout, là. Pas tout. Effectivement, je pense que les fans des Vikings, puis même les Vikings eux-mêmes sont pas Puis trop même quand confiants. tu vas chercher Murray, c'est pas non plus... Ouais, c'est pas une... Genre, tu célèbres pas, là, disons, là. En tout cas, moi, j'ai pas célébré le fait qu'il quitte les Cards, mais en même temps, j'étais comme, bon, on va tank. Puis, anyway, moi, sincèrement, je suis pas fan du jeu de Kyler Murray. Là. Pour les matchs que je l'ai regardés cette année, il y a comme... C'est peut-être dû au fait que la ligne offensive des Cards est mauvaise. Ce qui aussi, c'est le cas, on va se le dire, comme la défensive. Les Cards, il n'y a pas grand-chose qui allait bien cette année, là, à part Jean-Trey McBride. Là. Mais c'est pas mal le seul. À part quand il te lâche au pire moment dans ton pot. Oui, en demi-finale de Fantasy. Mais tu sais, je vois Kyler Murray, c'est un gars qui passe pas beaucoup. Là. Il va beaucoup courir avec le ballon. On dirait qu'il était tout le temps perdu, essayer de trouver quelqu'un. Je sais pas, moi, je n'aimais vraiment pas comment il jouait. Là. Je préférais vraiment un gars à la Jacoby Brissett, même s'il n'y a pas eu des super bons résultats non plus avec les Cars, on va pas se mentir. Je préfère. C'est le gars, au moins, il va essayer de lancer. En tout cas, moi, je suis vraiment pas fan du jeu de Kyler Murray, mais c'est une upgrade over J.J. McCarthy. Ouais, comme je vais me répéter un peu, le marché des carrières avait pas l'air très très gros. C'est genre, ça, toi, Malik Willis, Donald Jones, c'est pas... Aaron Rodgers, 62 ans. C'est comme, c'est pas la richesse des carrières qui était dispo. Là. Effectivement, puis justement, Aaron Rodgers, on sait toujours pas s'il est de retour pour une autre saison ou si au contraire, en tout cas, prend sa retraite. Hein? On sait pas encore. On sait pas. Sinon, dans la nouvelle côté NFL, les Titans du Tennessee qui ont dévoilé leur nouvel uniforme. C'est un uniforme qui est beaucoup plus bleu pâle, qui rappelle beaucoup celui des Oilers de Houston, l'équipe qu'ils ont remplacée quand les Oilers de Houston ont déménagé au Tennessee. Pendant un an, ça s'est appelé les Oilers du Tennessee, puis après, ils ont changé de nom pour les Titans. Donc maintenant, c'est un uniforme beaucoup plus bleu pâle. Je crois que le logo a été modifié un peu aussi. Donc, moi, je trouve ça sympathique. C'est sûr que le bleu pâle, dans la NFL, c'est pas une couleur qui est très, très rare, parce que, tu sais, on a, par exemple, les Dolphins, c'est une espèce de bleu pâle turquoise. Sinon, je pense aux Panthers, c'est du bleu pâle aussi. Mais tu sais, ça fait toujours quelque chose de nouveau. Puis ils vont avoir un petit peu plus de look en perdant. Donc ça, c'est toujours stylé. C'est ça qui est important. Même si t'es mauvais, l'important, c'est de perdre avec style. Ben oui. C'est ça Si tu perds avec pas de style, là, c'est gênant. Là. Ouais, ça, c'est gênant. Genre les Raiders. Tu perds pas de style. Ouais, exactement. Au moins, c'est ça. Si t'es comme, par exemple, je sais pas moi, j'essaie de sortir une équipe de même. Ben, les Dolphins, ils perdaient, mais l'uniforme noir, même le régulier, j'aime bien. Ouais, c'est ça, non, tu sais, c'est comme les. Moi, personnellement, j'ai toujours. Ben, en tout cas, j'aime bien lui des Jaguars, puis quand il était pas bon. En tout cas. Donc, c'est pas un tout côté NFL. S'il y a d'autres nouvelles, d'autres transactions, d'autres signatures, on va vous en parler la semaine prochaine. Mais c'est pas mal tout. J'ai une lumière qui flash tout seul chez nous. Ouais, t'as des fantômes chez toi, ou comment ça va, là? C'est des fantômes, exactement. Je pense que c'est les mêmes fantômes que Sam Darnold il voyait avec les Jets. Ils se sont transférés chez nous. On va passer maintenant du côté de la F1, parce que c'était le Grand Prix d'Australie la fin de semaine dernière, premier Grand Prix de la saison. Puis, honnêtement, agréablement surpris. Ben, agréablement surpris, mais c'est pas quelque chose qu'on peut s'attendre à voir avec les résultats des qualifications. Non, ça, les qualifs, ça allait directement où qu'on pensait. Les Mercedes, ils ont défoncé tout le monde. Mais moi, je voulais pas croire que Mercedes ait autant d'avance. Sincèrement, j'étais comme, je peux pas croire qu'ils ont 8 dixièmes d'avance sur tout le monde. Puis, c'est ça, la F1 est morte. Les chars étaient actually vraiment plus lents que les autres années. Oui, ça, le tour de pôle était 3 secondes plus lent. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Puis surtout, ce qui est terrible, puis moi je l'ai remarqué dès les essais libres, quand tu écoutais une voiture en on-board, genre qui faisait un tour, là, t'entendais comment la voiture, le pilote, il levait le pied tôt dans le virage. Là. Ça, c'est terrible. Parce qu'en gros, le problème, Noah en a un peu parlé dans l'épisode spécial de la semaine dernière, c'est que maintenant, avec le nouveau moteur, 50% combustion interne, 50% électrique, mais la batterie, comme elle occupe 50% de la puissance, mais la batterie se décharge
tellement vite. C'est comparable à un iPhone quand ça fait 2-3 ans que tu l'as. Là. Tu sais, qu'un iPhone, quand ça fait 2-3 ans, tu passes ta vie à 25%, là, tu sais. Là. Fait que là, non, pour eux, c'est terrible. Les pilotes, ils font du lift and coast. Vous savez ce que Ferrari faisait l'année passée pendant toutes les courses? Là, tout le monde le fait tout le temps. Tout le monde le fait, puis tout le temps. En qualif. Genre en qualif. Tu sais, Verstappen, il disait, ouais, les voitures de cette année, on dirait des FE sous stéroïdes. Ben, au moins, en FE, en qualif, ils poussent. Au moins, ils vont pas ralentir. Puis même durant la course, la plupart des voitures ont commencé, puis la batterie était déjà vide, juste à faire le tour de formation. Donc déjà là, c'est bizarre. Il y a du monde qui ont raté un peu leur départ. Ils pensaient qu'elle allait se faire dépasser, mais finalement, c'est eux qui dépassaient tout le monde parce que tout le monde n'avait pas de batterie. C'est incroyable. C'est ce que Leclerc disait. Il disait, ben, je m'attendais à me retrouver 8 ou 9, j'avais plus de batterie, puis là, je vais crier, comment ça se fait que je suis premier, tout le monde a raté son départ. Puis non, aussi un autre truc qui était grave, c'est Bortoletto qui a dit, il y a des dépassements que je voulais même pas faire, puis que j'ai fait. Genre, il a dépassé quelqu'un sans le vouloir. What? Ouais. Sinon, la plus grosse dinguerie, c'est Adjar. Il dit que dès le début de la course, il savait qu'il allait pas finir la course. Genre, il entendait dans son moteur que ça allait pas durer. Là. Mais pour être, tu regardes des on-board, tu vois comme les petites lumières, ils flashent sur le volant, j'ai l'impression que le moteur il va décéder à tout moment. Là. Puis pour elle, j'ai beaucoup aimé le tweet de troll de Chip Ganassi Racing, une équipe américaine de course qui est notamment en NASCAR puis en IndyCar, parce qu'il y avait une course à Phoenix cette fin de semaine aussi en IndyCar puis en NASCAR. Puis il disait, ah ouais, genre rechargement de batterie, coupure de moteur. Nous autres, on n'a pas ça, nous autres, on pousse. Fait que j'étais comme, c'est tellement vrai. Puis je comprenais vraiment la critique des pilotes. Mais tu sais, ça dépend. Tu vas avoir deux écoles. Tu vas avoir des gars comme Norris Verstappen qui vont dire c'est dégueulasse, genre pour eux, les F1 ils sont plates. T'en as d'autres comme Russell qui vont dire ah, ils sont cool, moi je comprends pas. Moi je te dis sincèrement, George Russell, s'il était en même position que Norris, c'est lui qui chialerait ses réglementations. Puis au contraire, ce serait Norris puis Max. Mais non, là, lui, il a complètement trollé tout le monde. Il finit la course. Ah, j'adore les engins, j'adore les nouveaux chars. Puis il s'en va sur le podium, puis il fait le T-pose que tout le monde attendait. Genre, le gars, il veut juste troll tout le monde en sachant que son moteur est pété. Là. Son moteur est illégal, mais ça, c'est une autre question. On va pas rentrer dans les détails. Sinon, en étant fan de Ferrari, comment tu as vécu les 15 premiers tours qui étaient incroyables? Une belle compétition. Très sympathique, puis désolé s'il y a des fans de George Russell qui nous écoutent, mais c'est incroyable comment Leclerc a ridiculisé Russell. Genre, sincèrement, Leclerc explose Russell, puis c'est même pas drôle, là. Comment il est plus intelligent en combat de piste, puis tu sais, il fait des défenses bien legit, puis Russell qui va chouiner comme un gros bébé, genre, sincèrement. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui détestent George Russell. C'est tellement le gars qui pleure à la moindre occasion. Mais quelque chose va pas de son côté, une chose pour le défendre. Je vais cacher ma haine sur Russell, mais pour elle, il est tellement détestable. Là. Pour elle, en tout cas. Mais une chose pour le défendre, oui, ils ont un moteur vraiment plus vite en ligne droite, mais j'ai l'impression que le reste du char, il est moyen, genre d'un curve et tout ça, ils ont l'air vraiment moins bons. J'ai vu genre des analytiques qui montrent vraiment qu'en ligne droite, ils s'en vont, mais que dans les tournants, ils sont pas mal derrière des autres. Là. Ben, ça a montré en qualif, la terrible. Leclerc s'était qualifié 4e à 8 dixièmes de Russell, puis en virage, il était plus rapide que lui. C'est juste qu'en ligne droite, leur moteur est ben trop puissant, ou illégal, selon les points de vue. Moi, je suis pour la deuxième option, désolé. Mais, ben, tu sais, on le sait, c'est le taux de compression qui, actually, Lewis l'a dit à la fin des qualifs, il a dit, ben écoute, si Actually ont trouvé plus de puissance, ben je vais pousser mon équipe à trouver des solutions pour régler ça. Et si au contraire, c'est un truc avec le taux de compression qui est illégal à toucher puis que la FIA n'a rien fait, je veux comprendre pourquoi. Fait que tu sais, il est comme. En tout cas, Mercedes, ils savent qu'ils ont un char louche, puis après, ils vont pleurer parce que Ferrari a un avantage sur les départs sur un truc qu'ils ont modifié eux-mêmes, puis qu'ils ont préparé d'avance pendant un an le truc avec les départs. Puis là, après, t'as Russell qui va pleurer. Puis en plus, c'était pas le gérant Ferrari qui avait averti tout le monde, justement, à propos des départs. C'est Vasseur, il avait dit, attention, les moteurs l'année prochaine, ça va causer problème. Les équipes n'ont rien écouté. On s'en bat les couilles. Fait que, désolé de mon langage. Mais Vasseur a dit, OK, ils nous ont pas écouté. Ben, just too bad. Nous, on va faire notre moteur pour réduire ce problème-là. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le turbo un peu plus petit. Puis quand toutes les équipes s'en sont rendues compte, là, ils ont essayé de pleurer parce qu'ils ont dit « Ah, mais là, il faut changer les règlements. » Puis ils ont déjà un petit peu changé le règlement. Donc, tu sais, moi, en tout cas, excusez, mais moi, je suis Ferrari, je comprends fortement le fait de refuser de bouger puis de changer la réglementation. Genre, ben oui, c'est logique, là. On a préparé notre char pour, là. Maintenant, c'est à vous de corriger. Genre, excusez. C'est ça, c'est un truc qui est actually legit, contrairement à Mercedes, que ça, c'est très très louche ce qu'ils ont fait avec le moteur. Mais en tout cas, mettons que Russell, dans sa critique, il rend pas à parler, là, sincèrement, c'est le gars... Mais là, on dit que c'est une bonne course, le début est incroyable, mais
après les safety cars où que Ferrari ont raté leur stratégie complètement, puis Lewis était mad. Après ça, il s'est plus rien passé. Ben, dans les premiers, surtout, là, Leclerc, Hamilton ne rattraperait pas du tout Russell et Antonelli. Non, c'était terrible. Même avec des pneus plus frais. C'était vraiment du lift and coast. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'inquiète un peu pour le reste de la saison ou tu penses que ça va être plus comme les 15-20 premiers tours? Là? Ben, déjà, je sais que je suis un gros vendu Ferrari, mais c'est actually, comme par exemple, le deuxième pit stop, c'est Bottas qui, genre, ça bloque l'entrée ouais, des puits, c'est de la bad luck. Là. Genre, je suis sûr que Ferrari aurait fait pit au moins un char. Ouais, mais c'était dans le premier qu'il aurait dû le faire. Là. C'était dans le premier. Ça, j'avoue, c'était bizarre, mais ils ont comme essayé un truc, c'est ça. C'est un pari qui n'a pas marché. Si ça aurait marché, est-ce qu'on parlerait maintenant d'une catastrophe ou d'un truc de même? Oui, mais comme tu vois, comme tu vois que tout le monde pit, essaye ton truc, mais avec un seul pilote. Si tu dis que c'est un gros risque, au moins pit-en un pour que lui soit plus safe, tu comprends? Ouais, comme Lewis l'a dit. Ouais, Lewis a dit pourquoi pas au moins un des deux est pit. En tout cas, Ferrari ont des trucs à corriger en stratégie, mais ça, c'est pas nouveau. Hein, ça fait plusieurs années que c'est ça. Mais moi, un truc que j'ai peur, c'est que oui, on a eu des bons 15 premiers tours, mais je pense que c'est surtout dû au fait que les pilotes ne comprennent pas encore leur voiture à 100%. À partir du moment qu'ils vont maîtriser toutes ces notions-là de gestion de la batterie, moi, je pense que les courses, ça va être encore plus dur de se dépasser, puis ça va être pénible. Sincèrement, je pense que ça va être ça. C'est un peu plate, mais en tout cas, c'était une bonne surprise, la course. C'était actually une très, très bonne surprise, mais je vais rester encore très, très méfiant pour la suite de la réglementation, pour la suite de la saison. Tout simplement. Sinon, je voulais dire autre chose aussi. Il y a aussi beaucoup de pilotes qui se sont plaints que beaucoup de dépassements étaient très artificiels. Tu sais, c'est comme, oui, ça se dépasse, ça se redépasse. OK, oui, on dit, oui, il y a eu 145 dépassements. Dans la même ligne droite, tu dépassais 8 fois de suite. Là. Non, tu sais, c'est artificiel comme dépassement. Là. C'était pas très... En tout cas, moi, j'ai peur. Je crains encore. Aussi, par contre, il y a un truc, c'est peut-être dû au fait que le Grand Prix d'Australie, le circuit n'a pas beaucoup de freinage appuyé. Contrairement au prochain Grand Prix en Chine cette fin de semaine, que notamment, il y a la grosse ligne droite d'1,2 km, il y a fait le plus gros freinage appuyé. Ça, oui, au pire, ça peut favoriser Mercedes et leur moteur un peu illégal, mais par contre, ça peut favoriser les autres équipes en sortie de virage. Puis, en tout cas, pour la gestion de la batterie, ça va être mieux. Ça, en tant que tel, on a parlé du Grand Prix comme ça, on n'a pas parlé des résultats, mais oui, ça a été un doublé Mercedes. Russell devant Antonelli, Leclerc qui a fini troisième, juste devant Hamilton. Puis surtout, ce qu'on a vu, c'est que tu as Mercedes dans leur monde. Tu as un peu en arrière en rythme de course, relativement en arrière quand même. Tu as Ferrari dans leur monde. Puis après, tu as les autres. Genre, pour eux, c'est. Tu as McLaren puis Red Bull un peu au-dessus des autres. Ouais, mais pour avoir le gap entre Norris et les Ferrari, c'était terrible. Non, Norris était loin, là, il était très loin. Il était loin. Puis je sais pas si Max aurait sincèrement pu faire mieux. Ouais, parce qu'à la job, il avait l'air de bien faire au début. Là. Ben, il était quand même un peu en train de s'effondrer. Là. Genre, pour eux, il suivait pas le whisky. Ah, mais il suivait plus que McLaren, disons. Ouais, en tout cas. Mais Max aussi, il faut en parler, c'est craché en qualif sur un bug électronique. C'est même pas une faute, c'est pour ça que je comprends de ne pas aimer ces voitures-là. Donc c'est ça, je l'ai dit, doublé Mercedes et deux Ferrari. Il y a Lindblad qui a surpris. Lindblad qui a eu une excellente course, vraiment très très surprenante, qui a détruit Liam Lawson toute la fin de semaine. Lawson, il était invisible. Pour elle, c'est actually quelque chose d'incroyable. On a oublié un truc. Piastri qui se crash avant le début de la course. Ouais, Piastri qui se crash. Ça, j'avoue, j'ai pas lu sur pourquoi il y a eu un accident en début de course, mais ce serait pas surprenant que ce soit encore une erreur, genre une bug ou un truc comme ça. Là. Ces voitures-là ont vraiment l'air bizarres à piloter. Sinon, je vais parler des autres grosses courses. Burman a eu une excellente course. Haas a eu une grosse course quand même. Burman 7, Ocon 11. Gasly a une bonne course aussi dans la perspective. Bortoleto qui marque les premiers points d'Audiel en première course. C'est actually très respectable. Il finit 9e. Excellente course du Brésilien. Aussi, très bonne course des deux Aston et des Cadillac. Vraiment, ça, là, c'était comme prévu, là. Bon, dans les 4 derniers, là. Ben, sincèrement, je vais dire que je suis actually surpris d'Aston Martin. Ils ont fait plus que 3 tours. Parce qu'en entendant des dingueries, moi, je m'attendais pas qu'il fasse plus que 15 tours. Pour elle, que Stroll, oui, il a arrêté, il est revenu à 15 tours de la fin. Il était à 15 tours de Russell puis tout. Alonso aussi l'a fait. Ouais. Il a fait une trentaine de tours, ça veut dire. Puis Alonso aussi, là. Fait que c'est comme. Pour vrai, moi, j'ai été surpris. Sincèrement, j'ai quand même. C'est pour dire comment on n'a pas d'attente sur eux, là. Ils ont fini bon dernier, puis ils ont pas fini la course, puis on est genre, good job, réussi. Mais Stroll a fini la course, et même, il n'a pas été classé. Ouais, il a fini la course après être revenu, puis.
Ben non, en gros, il a fini à 15 tours, puis en F1, il faut que tu finisses au moins 95% de l'épreuve pour être classé. C'est pour ça que des fois, par exemple, quelqu'un qui va abandonner en fin de course, genre en 2-3 tours de la fin, il va quand même être classé. Mais c'est pour ça que Stroll n'a pas été classé. Hey, Même s'il a fini 15 tours de à 15 retard. tours. Non, non, 15 tours, c'est intense, ça. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, ben, je pense qu'on a parlé pas mal tout de la course en général. Le prochain Grand Prix cette fin de semaine, c'est en Chine, week-end sprint. Là, j'ai Oh. une petite question. J'ai Oui. pu voir, je sais pas si c'est vrai, que Ferrari amènerait déjà leur aileron, leur nouvel Oui. aileron. Ben, c'est Bon. plus qu'une rumeur, c'est vrai. Ils Ok. l'ont ramené, le aileron Macarena flip-flop, là, c'est le du nom complet. Mais en gros, pour expliquer un peu, c'est un aileron arrière parce que on l'a vu maintenant, il n'y a plus de DRS, mais c'est un aéro-actif. Donc, en gros, c'est comme s'il y avait encore un DRS, puis ça s'ouvre autant que l'aileron arrière que l'aileron avant. Avec l'aileron avant, tu vois, les flaps, ils se baissent aussi, donc ça permet d'aider en vitesse de pointe. Puis là, en gros, l'aileron arrière, qu'est-ce que ça fait de Ferrari? C'est que le flap tout en haut, il va se retourner. Puis de la forme qu'il est fait, bien, ça va donner encore une plus grande ouverture dans l'aileron arrière, ce qui fait gagner quand même quelques kilomètres-heure de plus en ligne droite. Donc ça, c'est actually quelque chose d'incroyable. Ce qu'ils disaient Ferrari, en gros, ils vont essayer de battre, ils vont essayer d'augmenter leur vitesse de pointe avec de l'aéro. C'est quand même très drôle. Mais donc, ils l'ont ramené. On sait que c'est pas nécessairement la version définitive de l'aileron, on parle plutôt du Grand Prix du Canada pour la version définitive. Sinon, Ferrari, on sait qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau moteur. Parce qu'en gros, il avait commencé un concept, ça n'a pas marché. Ça, c'est plus un concept de l'année passée qui ont évolué. Maintenant, ils sont vraiment travaillés sur un nouveau moteur pour l'année prochaine, ou plutôt que c'est. Genre, ils pourraient même l'introduire d'ici la deuxième partie de la saison, là, si c'est nécessaire. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup de Ferrari, c'est qu'ils ont l'air très agressifs au niveau du développement. Puis ça, pour reste, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là. Sincèrement, j'ai comme. D'habitude, tu vois toujours en Mercedes, ils ramènent 28 updates de Red Bull, de McLaren. Ça fait un bout que j'ai pas entendu dire oui, Ferrari ramène 28 updates. On pourrait. Mais là, Ça... juste pour terminer sur l'aileron, ils l'amènent. Est-ce que les deux autos vont l'avoir ou ils font juste l'amener? Les deux voitures l'ont. Après, je ne sais pas s'ils vont le garder tout le week-end, mais tu sais, on sait que c'est un week-end Ok. sprint. Dans ce temps-là, tu as une seule séance d'essai libre, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il va falloir que ça marche bien, mais ça va l'air de bien marcher. Il n'y a pas eu de gros problèmes avec à Bahreïn pendant les essais hivernaux, donc c'est pas impossible que ça marche. Sinon, je sais que Ferrari, ils ont testé des espèces de petites ailettes qu'ils ont rajoutées au niveau du halo. Ça va être à surveiller aussi au niveau du flare aérodynamique. Donc, normalement, c'est pour le week-end, les deux voitures longues. À voir maintenant si ça a les fruits escomptés, mais ça va actually des données prometteuses aux essais libres. Donc là, maintenant, c'est comme j'ai dit, Grand Prix de Chine qui s'en vient, deuxième manche. On se souvient l'année passée, ça avait été pas mal le highlight de la saison de Lewis. Hein? il avait fait la pole du sprint, il avait gagné le sprint. Puis après, on connaît le reste de sa saison. On se dit, ah, Lewis, ça va, il n'a pas eu besoin de s'adapter. Mais ça, c'est un truc qui est positif avec la course à Lewis, c'est qu'il a vraiment semblé dedans. Là. Pour elle, il était vraiment plus dedans. Puis en fin de course, il était plus rapide que Leclerc. Puis le nombre de fois que Lewis a été plus rapide que Leclerc l'année passée, je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main. Là. Fait que le voir qui était. En tout cas, si tu es capable de venir plus proche, là, déjà, ça va motiver Leclerc. Puis ça va permettre à la Ferrari de se battre un petit peu plus haut. L'année passée, je pense, en Australie, c'était sa première Q3, Lewis, depuis Mexico. L'année passée, c'est comme il a fini avec les 4-5 dernières courses sans faire la Q3. Là. J'en pourrais, c'est terrible. Fait que, Très terrible. très content de voir que Lewis se positionne de mieux. En tout cas, il a vraiment l'air de reprendre du poil à la bête. C'est vraiment le fun. Donc, c'est quoi tes prédictions pour le Grand Prix de cette fin de semaine? Moi, sincère. Ben, en tout cas, Un petit Russell premier? ouais, j'ai envie de dire Russell premier pareil. Là. En tout cas, tant qu'ils ont leur moteur illégal, ils vont être tout difficiles à toucher. Excusez, j'ai vraiment l'air mauvais perdant, mais je suis pas le seul à Antonelli, penser par que le moteur contre, est louche. il m'a pas impressionné du tout. Non, pas du tout. Il a pas Moi, surtout, ce qui m'a vraiment un peu dégoûté là, en qualif, c'est que Antonelli s'est sorti en FP3, il y a eu un gros crash. Il revient, puis sincèrement, sans le crash à Max, je pense qu'il fait même pas les qualifs. Donc, il part genre dernier. C'est avec le drapeau rouge, ça a permis de réparer la voiture, puis il a pu embarquer sur la piste aussi. Puis, sincèrement, il a pas tourné, puis il se qualifie 2 à 5 dixièmes devant tout le monde. Puis pendant la course, il a pas tant bien fait, puis facilement il finit 2. C'est pour dire à quel point le char il est fort. Là. Ouais, non, Anthony, son week-end a été un peu frauduleux, on se le disait bien franchement. Là. En tout cas, beaucoup moins impressionnant. Déjà, le week-end de Russell a été impressionnant, là, parce qu'il a quand même été Ouais. classant. On peut lui dire oui à la meilleure voiture, mais il a fait exactement ce qu'il devait faire pour. Mais sincèrement, Antonelli, Leclerc a été 100 fois meilleur, Hamilton a été meilleur que lui, Max a été meilleur, Lindblad a été meilleur que lui pendant le week-end. Là. Fait qu'écoute, sincèrement, en tout cas. Mais ouais, je vois une victoire de Russell. Lewis, le Shanghai, c'est un circuit qui réussit bien.
Peut-être un premier podium avec Ferrari. Sincèrement, je pense que ce serait vraiment pas impossible. C'est un circuit qui lui convient bien, Shanghai, Lewis. Puis là, il a l'air vraiment à l'aise avec la voiture. Ferrari ont l'air d'être la deuxième force. Il reste chercher un podium. En plus, je sais que c'est pas le circuit à Leclerc d'habitude, Shanghai. Est-ce que tu vois Ça serait pas impossible. un double podium Ferrari? Ou tu mets quand même Antonelli sur le podium? Ou un Max qui pourrait surprendre? Ou... Max, ce serait pas impossible non plus. Ce serait pas impossible, mais avoir le rythme de course. Parce que Ferrari était vraiment plus proche en rythme de course de Mercedes qu'en qualif, mettons, si on va se le dire. Pour elle, je sais pas trop. Mais Russell gagnant. Puis écoute, moi j'y vais full risque. Lewis 2, Charles 3. Oh, ok. Ouais, double podium. Je suis sur mon opium. Let's go. Moi, je vais dire Russell 1. Puis juste pour spicer les trucs, Leclerc 2 puis Max 3. Ah, ok, pourquoi c'est pas? bon. J'aime ça. Mais Louis, je trouve ça pas con. C'est vrai que c'est un circuit, comme tu as dit, qui aime bien. Puis si l'auto va bien, puis il a l'air d'être de bien aller. Mais on dirait que Russell, à part si l'aileron fonctionne, là, ça pourrait être le fun. Mais ouais, je vais y aller avec ça. En tout cas, au moins, Ferrari ont l'air de mettre au maximum d'efforts. Puis moi, j'espère juste, au moins, même si Leclerc n'est pas champion en fin de l'année, j'espère juste que le Championship Fight soit serré, puis que ce soit pas encore une dictature Mercedes comme on a connu pendant 7 ans consécutifs, puis que la plupart des fans récents de F1 ont l'air d'oublier parce qu'ils ont commencé à écouter la F1 en 2023. Mais l'année passée, on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'on n'aimait pas que c'était qui les champions, tout ça, mais au moins, ça s'est joué jusqu'à toute fin. Là. Ça, c'est le fun. Oui. Là. Max nous a aidé beaucoup, puis en 2024, à 2024, c'était le fun. Là. Tu penses à ça, Max, Red Bull, la perte de vitesse. T'avais McLaren qui gagnait, t'avais Mercedes qui gagnait, t'avais Ferrari qui gagnait. Les constructeurs, ça s'est joué à la dernière course entre McLaren et Ferrari, on s'en souvient. Ça, c'était le fun. Là. Puis, non, mais là, cette année, si on a encore une autre dictature Mercedes comme on a eu au début de la hybride, sincèrement, je pense pas que je vais l'endurer. J'ai pas envie de reconnaître ça. Puis, en tout cas, si vous avez compris, j'aime pas Mercedes. Je pense que ça se voit très bien. Ben, c'est surtout que t'attends ton tour avec ton écurie, puis que Mercedes, ce serait déjà leur tour, ça te fait chier un peu. Ouais, là, sincèrement, oui, ça ferait plus que. En tout cas. Donc, ça va être à surveiller cette fin de semaine. Ça va être pour les couches-tard ou les leftos, tout dépendant. Je rappelle, le départ est à 3h du matin, dimanche. Donc, là, présentement, au moment où on enregistre, les essais libres commencent dans pas long, il va être 22h. Donc, dans 1h30, ça va être le début des essais libres. La seule séance d'essais libres. Les qualifs sprint sont à 3h30 du matin, vendredi. Sincèrement, je travaille demain, je les écouterai pas. Je pense sincèrement. Pendant les Jeux Olympiques, je me levais à 3h écouter du skeleton, du bobsleigh fair, mais là. Pour des essais libres. Pour 4 ans, pour une qualif sprint. Là. Ben oui, qualif sprint. Si je me lève demain matin puis je vois Ferrari taper un doublé, je vais peut-être être fâché, là, mais là. Non, faut l'écouter. Le sprint est à 11h vendredi soir. Il est à 11h du soir. Les qualifs vont être à 3h du matin samedi. Puis la course est à 3h du matin dimanche. Donc, c'est comme j'ai dit. Ça va être pour les leftos ou les couches-tard. Moi, je vais être plus en. Moi, je suis team couche-tard. PO, je sais pas trop pour toi. Normalement, je suis team couche-tard. Mais là, 3h, ça commence à être couche très très tard. Mais en même temps, pour le. C'était-tu la finale d'Australie? Je me suis couché à 7h, je pense. J'ai écouté quasiment au complet. Donc, ouais, ça va être couche-tard, là, probablement. Ouais, mais moi, le problème avec le lefto, c'est que des fois, tu as un très gros risque de pas te réveiller. Là. Surtout si tu Puis même si tu te lèves, tu peux pas faire ta journée au complet. Là. Non, t'es pas dedans, tu retournes te coucher. C'est ce qu'on avait fait avec le Grand Prix de Chine l'année passée, puis ça avait déjà que la course avait été. Ah non, je me suis amené. Une course, c'était à 1h, je m'étais couché, je me suis levé. J'ai mis mon sel à côté de moi pour l'écouter. Puis au tour 3, j'étais plus là. Non, je pense que c'était le Grand Prix du Japon il y a quelques années. C'est ça que tu m'avais dit. Moi, je l'avais manqué justement. Je voulais me coucher avant, je m'étais réveillé à la fin de la course. Ben ouais, c'est ça. Mais en tout cas, donc c'est ça. Ça va être cette fin de semaine. Quand même hâte de voir ça, que cette saison qui est encore très très jeune va nous réserver. Finalement, petite nouvelle positive au côté du soccer. Le CF Montréal a c'est surprenant. Match. Wow, ils n'ont pas scoré 1, ils n'ont pas scoré 2, ils ont scoré 3 buts. Puis ils en ont accordé 0. 0, alors qu'ils nous avaient accordé 8 dans leurs 2 premiers matchs. Donc le Red Bull, de ce qu'on comprend, sont complètement mauvais. Ils sont pires que CF Montréal. C'est un exploit. Donc honnêtement, ils sont 1-0-2, ben une victoire, 2 défaites. C'est pas si pire que ça comparé à la saison passée qui ont commencé avec 6 défaites, si je me trompe pas. C'est déjà quand on gagnait un match, il me semble, ça prend un méchant bout. Non, ça avait été très long. On parlait des records de médiocrité de la Ligue puis tout. Donc déjà là, avoir une victoire après 3 matchs,
C'est Non, peut-être un c'est- peu encourageant. On en avait parlé la semaine dernière quand ils ont perdu, donc on en parle aussi quand ils gagnent. Donc espérons qu'ils peuvent construire là-dessus. Je pense pas non plus qu'ils vont faire grand-chose, ils vont pas gagner de coupe. Mais là, il y a aussi, avec ça, il y a comme une petite rumeur qui commence à circuler que Griezmann voudrait venir jouer en MLS. Mais là, ses droits sont avec Orlando. On sait que Miami aussi sont intéressés. Mais là aussi, ça aurait l'air que j'allais dire l'Impact, le CF Montréal est intéressé. Je le vois pas venir à Montréal, mais si t'as un argument à y donner, marché francophone, tu vas pas si parler bon. ta langue, on t'aime bien. Si bon. S'ils veulent vraiment donner un engouement à aller au stade, ça pourrait être ça, mais je parierais plus sur Orlando ou Miami, disons. Là. Ouais, mettons, hein, je pense qu'il sait parler Ou, anglais, Antoine ou le Griezmann. LA, ou une équipe de LA, ou quelque chose comme ça. Mais écoute, en même temps, tu sais, moi je me dis, c'est un joueur de soccer, c'est un sportif. Tous les sportifs aiment bien l'argent, on va se le dire. Tu sais, moi, c'est quoi que je prends? Un chèque de genre plusieurs dizaines de millions, genre de David Beckham ou d'un truc de même. Ou 100 000 du CF. Ou 100 000 de Joey Saputo cheapass, je suis dans la mafia, là, je sais pas trop, là. Ah, Mais, moi j'ai rien ouais, dit, non, tout le monde, c'est lui. Moi j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit, j'ai c'est pas lui. fait comme ça, j'ai rien dit, Joey Saputo, t'es sympathique. Mais, Je vais lâcher du fromage chapiteau tantôt, là, moi, là. ok, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai joué Saputo. Mais non, mais tu sais, bon, on va se le dire, là. C'est Bon, pas l'équipe avec le plus d'argent de la ligue, on va se le dire, franchement. Ben, ils ont quand même de l'argent, c'est juste que dans les dernières années, ils le dépensent pas. Effectivement. Donc, c'est des propriétaires cheapass, comme on dit dans Mais le là, ils ont milieu. dit qu'ils veulent un peu plus dépenser. Est-ce qu'ils vont le faire? Ah, écoute, en plus, Griezmann, ça serait le fun. 35 000. Parce que tu te souviens quand Didier Drogba était venu, la hype qu'il y avait eu, c'était incroyable. Puis je pense que lui est encore plus connu que Griezmann, en plus qu'il est français. Mm. Donc ça pourrait être le fun, mais comme j'ai dit, 10% de chance, 5% de chance. Ah, deux. Ben là, on est quand même des 5 non nommés, là. Ah, bah oui. Ouais. Ben ouais, comme les Canadiens dans le temps, quand ils étaient nommés dans tous les gros noms, puis finalement, ils signaient personne. Avec Gary, pas Gary, Gary Bettman, oui, mais avec Marc Bergevin, effectivement. Il était toujours dans les grosses transactions, dans les grosses rumeurs de trade, puis finalement, ça allait chercher Dwight King, puis... Steve Ott, là. En parlant de Dwight King, truc vraiment pas de rapport, mais j'ai checké, il a fini sa carrière il y a 2 ans dans une ligue de garage au Nouveau-Brunswick. What? Puis en parlant de Dwight King, pendant la date limite, tellement il se passait rien, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de tweeter à chaque genre 30 minutes. Dwight King vient de signer 7 ans, 35 millions avec les Canadiens. Donc je pense qu'on s'écarte avec Dwight King là. Ouais, mais non, pour vrai, j'avais regardé, parce que tantôt, on s'est perdu, puis j'ai checké c'était sur sa page Elite Prospect. Puis en gros, genre, j'ai vraiment ri. Il a fini sa carrière avec les Broncos, pas de Denver, là, Ah, ok. mais avec les Broncos de Meadow Lake. Ok. Donc dans la SASHL. Ok, une grosse ligue, grosse ligue. Une grosse ligue, effectivement. Puis, truc sympathique aussi, il a joué avec son frère. Oh! Parce que son frère DJ Smith, non, DJ King, DJ DJ King, DJ Smith, c'est le coach des Kings, let's go. Mais, Justement, Coach King, DJ Smith King. oh! Ok, non. On va trop loin. Mais ouais, c'est ça. Donc, il a joué avec son frère DJ King avec les Broncos de Meadow Lake dans la SASHL. Donc, en gros, vous en faites ce que vous voulez. Tough! Ouais, c'est rough, c'est rough. Mais c'est une grosse acquisition, hein. C'est une grosse acquisition, un gros but en 17 matchs. 2017, là, on était supposé se rendre loin qu'on a perdu en 5. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, écoute, non, écoute. Non, mais Steve Ott, là, Andreas Martinson, Dwight Steve King, Ott, c'était vraiment le go, mon go. la grosse acquisition, c'était Jordy Ben. La grosse acquisition. Ah, putain, Jordy Ben. Hey, les défenseurs random qu'on a eu, Greg Patrin, Jordy Ben, tout ça, là, oh, c'était rough, là. Hey, Price devait pleurer, là. Il voit l'équipe qu'en ce moment, là, avec l'équipe qui serait là, il serait premier de la ligue, là. Il jouait avec Jordy Ben, premier trio d'Ernest. Ah, ça avait pas rapport. Ethan Beaulieu, Zach Redmond. Hey, pour vrai, là. Terrible. Hey, quand l'année, hey, on a bien remplacé, on était chercher Carl Osner puis David Schlemko, là. Hey, notre gros prospect qui s'en vient l'année prochaine, là, Victor Mété, là, il va jouer avec Weber. Tabarnak, qu'on ait fait pitié, là. Il faut rire ou pleurer, j'en pourrais, je sais pas. C'est un miracle qu'on faisait playoff. Le Price, là, je pense qu'on comprend pas à quel point il y avait une équipe de pioches devant lui, là. C'était terrible. Bon, en tout Ok, cas, on s'écarte un peu, là.
Le dernier truc, mais le truc que j'ai ri, c'est que Macklin Celebrini est officiellement le meilleur pointeur de Ouais, jouer dans la même formation que Carey parce qu'il y a Price. 90 points. L'année passée, c'était Suzuki 89. Donc, officiellement, maintenant, McLean Celebrini avec les Sharks. Et le meilleur pointeur de la carrière de Carey Price, alors que Carey Price ne joue pas, mais il Mais appartient dans au une Sharks. vraie saison que Price a joué, c'est son année recrue, Ouais. Kovalev C'était 84. c'est ça, c'était à peine un point par match. Puis Même pas de c'était plus. année recrue qui est quoi? Il a joué sûrement genre 25 games. Là. Ah, peut-être une quarantaine, parce qu'il avait joué en série aussi. S'il avait joué un Peut-être. bout, c'était l'année qu'il avait trade US, je pense. Fait que c'est comme c'est dans ce coin-là. Puis aussi, moi j'ai checké, là maintenant le Canadien, c'est la première fois depuis cette Il a joué saison-là, depuis 2008. 41 games. Ouais. Tu sais, ça, c'est la première fois depuis 2007-2008 que les Canadiens ont 5 marqueurs de 50 points et plus. Notamment, ce qui m'a surpris, Mark Streit, troisième meilleur pointeur. What? Avec 62 points. Oui. Ben, Markov mettons que 58. En tout cas, Mark Streit, je pense qu'il était meilleur à Montréal à son premier passage qu'à son deuxième. Hein? Il y en avait 7 des marqueurs de 50 points. Wow! André Kostitine et Chris Higgins. 52 et 53 points. Hein, drôle, Il y ça. avait Bon, Francis Bouillon qui a 8 points 74 games. Bon, ok, on sait. c'est un def défensif, Francis Bouillon. On va Mais pas commencer à pareil, là, à un moment donné, surveiller, tu là. peux être défensif, mais là, fait plus que un point par 9 matchs. Là. Même par 10 matchs, 15 matchs. En tout cas. Bon, ok. Sinon, les fans des Canadiens peuvent surveiller peut-être la prochaine introduction de David Savard dans le NHL Hall of Good. Dans la nouvelle, il y avait 71% de vote, donc il serait good pour passer. Ouais, ça serait cool. Il rejoindrait notamment Andrei Markov dans les anciens Habs qui sont dans le Hall of Good et Saku Koivu aussi. Donc ça pourrait être sympathique. Mais là, on s'écarte un peu tôt, je trouve. Donc on va mettre fin à l'épisode tout de suite, je pense que ce serait mieux. Ouais. Donc j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va revenir sur le Grand Prix de Chine, sur les dernières nouvelles LNH. Là, tranquillement, il va commencer à avoir des équipes qui vont assurer leur place en série. Là. Genre, je Bientôt. peux pas croire que Colorado sont pas ouais. genre à 2 points d'assurer une place. Là, un truc de Ben, ils ont bientôt 100 points, donc. c'est un nul, ça commence à faut arrêter de troll. Sinon, je vais vous donner des petites nouvelles sur mes ressources financières avec potentiellement mon pari que je vais perdre. Oui! Euh, Utah, let's go Utah. Ton équipe préférée? oui, absolument. Sinon, on va revenir aussi sur la classique mondiale de baseball qui va être terminée. Le Canada qui, pour la première fois, passe encore de finale. On va affronter les Américains. Ça va être rough, je pense, c'est à soir au moment qu'on se parle. Là. J'ai pas trop d'espoir, mais les Américains ont perdu contre les Italiens. Donc, tout est possible. Sauf que les Italiens, de leur équipe, 95%, c'est les Américains. Donc, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Donc, classique de baseball, tranquillement la NBA, la saison qui achève aussi. Donc, ça va être à surveiller. Puis c'est ça. F1, hockey. J'ai pas mal fait le tour. Sur d'autres nouvelles NFL, on va en parler aussi. Puis sinon, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va se retrouver la semaine prochaine.